Son test. Elle est où? Comme elle-même est déjà en train de venir, le temps pour nous peut-être déjà de que vous deux vous intervenir et que déjà même on soit déjà aux réponses. Ça veut dire que tu souhaites la bienvenue aux gens, tu dis tout et ensuite. Non, je crois qu'il faut commencer en Allez-y. disant qu'elle doit Allez-y. venir et que si elle Oui. vient, la contribution portera sur. Alors, est en train de traverser crise alimentaire doublée actuellement d'une crise financière. Il était donc important pour nous, en tant que défenseurs de consommateurs, de réfléchir pour faire un plaidoyer afin que la question de la consommation locale soit prise au sérieux aussi bien par l'État que par les producteurs et les consommateurs. C'est à ce titre-là que nous avons eu le plaisir de rencontrer un partenaire qui a bien voulu nous écouter et qui nous a appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme intitulé Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaire au Bénin. Donc voici comment se décline le programme de cette cérémonie. Dans un premier temps, nous allons donner la parole à M. Amidou Diallo, représentant régional de BECO, Afrique de l'Ouest, qui va nous dire un mot. Après, M. Romain Abilé-Péo, président de la Ligue pour la défense des consommateurs au Bénin, aura à intervenir sur la problématique de la consommation locale pour finir. Nous avons voulu poursuivre pour mieux connaître que faisait la Ligue en réalité. Parce qu'il va sans dire que pour nous, petite ONG internationale, qui mettons au centre de nos préoccupations l'appui aux agriculteurs familiaux à partir de quelques filières et maillons ciblés, il nous a semblé important que la production est une chose, mais il est tout aussi important de s'intéresser à l'acte de consommer, donc proprement dit au consommateur. Et que prenant en compte qui est le consommateur, ce qu'il veut consommer, est très important pour bien approcher les questions qui ont été durement portées à notre connaissance ces derniers temps, qui sont la sécurité alimentaire. Est-ce que nos frères et sœurs disposent réellement des aliments dont ils ont besoin? Et plus encore la souveraineté alimentaire qui pose cette fois-ci des droits dans la capacité de pouvoir choisir, produire et consommer ce qu'on estime le plus important et le plus adéquat pour soi et sa communauté. Donc, pour nous, il a été important de voir que la Ligue ne cantonnait pas son action purement et simplement dans la défense du consommateur, c'est-à-dire mettre au centre des préoccupations des aspects liés uniquement au coût, mais que la Ligue portait deux aspects importants, nous semble-t-il, qui sont d'une part, qu'est-ce que nous consommons réellement et la prise en compte de qui produit ce que nous consommons. Et nous a semblé que cette dimension de la production qui touchait les aspects de la production locale, du savoir-faire de nos parents, pour pouvoir avoir la continuation du producteur au consommateur, nous avons pensé que c'était un levier très important pour mettre le consommateur et le producteur en une relation beaucoup plus intime, c'est-à-dire comment la ville et la campagne ou la zone périurbaine, c'est-à-dire que la production et la consommation ne soient pas totalement disjoints comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Et également, ça veut dire que
nous savions que dans nos pratiques traditionnelles, il y a des aliments, il y a des modes culinaires qui sont aujourd'hui en disparition. Et qu'on ne peut pas dire qu'on ne les aime pas, puisque beaucoup d'entre nous ne les connaissons pas. Et je pense que tout le travail que la Ligue fait pour valoriser ou revaloriser ces consommations endogènes, ces modes de consommation endogènes, nous avons pensé que c'était très important que nous donnions la main pour voir qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui à petite échelle de faire qui concourt à ce que l'acte de produire et l'acte de consommer se rejoignent. C'est en ce sens que pour nous, ça a été un plaisir et nous initions modestement quelques actions avec la Ligue, mais nous pensons qu'avec l'appui de vous tous, nous pourrons aller loin et mettre au centre de nos préoccupations que la production locale face à la crise alimentaire qui se développe peut être une réponse si nous savons réellement impulser cette dynamique de consommation de ce que nous produisons et aussi accompagner par différents conseils la durabilité de cette production, les conditions de cette production au service également de nos santé et aller au-delà pour voir finalement vis-à-vis des aspects éducatifs, est-ce qu'il n'est pas possible dans le lien entre l'acte de consommer et de produire de trouver des zones de réflexion telles que par exemple les cantines qui de plus en plus sont oubliées, les cantines scolaires, parce que nous savons que les résultats scolaires, pour grande partie aussi, sont liés à ce que l'enfant peut manger ou le matin ou à midi. Donc, c'est des espaces qui sont ouverts pour nos réflexions collectives, mais au centre duquel, me semble-t-il, le producteur et le consommateur ne font plus qu'un. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup. Du programme des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, Monsieur le représentant de l'ALCRE, du FONAC, Messieurs les représentants des pâtissiers du Bénin, des hôteliers du Bénin, Messieurs les représentants des ministères en charge de l'éducation, de la santé au Bénin, chers collègues, membres des organisations de la société civile, je voudrais vous remercier d'être parmi nous ce matin à nouveau. Il y a 112 heures, nous avons lancé un projet sur les droits des consommateurs à promouvoir au Bénin. Aujourd'hui, nous voulons également lancer un autre projet. Cette fois-ci, un projet qui concerne l'alimentation. De 1998 jusqu'à 2008, c'est-à-dire en 10 ans, la Ligue a œuvré pour la protection des consommateurs de façon globale dans tous ses aspects, au niveau de la qualité des produits et des services qui lui sont offerts sur un marché qui devient de plus en plus complexe. Elle a également œuvré pour doter enfin le Bénin d'une loi qui protège les consommateurs. Vous nous avez beaucoup vu en 2006 et en 2007 et cette année dans le combat contre la révision à la baisse des coûts de certains services stratégiques. La question de l'alimentation également nous préoccupe depuis 1998 que nous sommes nés. Vous vous rappelez bien, en juillet 2007, lorsque la crise qui est en train de secouer le monde et qui aujourd'hui est cachée par la crise financière est intervenue, la Ligue a été la première organisation de consommateurs à soumettre au gouvernement du Bénin le tableau de bord sur les niveaux de hausse des prix de consommation au Bénin après une étude qu'on a réalisée sur 15 localités du pays. Et vous avez suivi également les mesures que le gouvernement a prises en novembre 2007 pour juguler cette crise-là qui n'est pas encore passée derrière nous. Au niveau de notre association, fort heureusement, puisque ce combat-là, nous le menons régulièrement,
il y a une organisation non gouvernementale internationale qui a appris que la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin œuvre effectivement pour la protection des consommateurs et pour faire garantir aux consommateurs béninois un accès facile aux aliments auxquels il a droit. Donc nous avons aujourd'hui un programme. Ce n'est pas seulement un projet, c'est un programme, parce qu'il va s'étendre sur plusieurs années, intitulé « Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaire au Bénin ». Action au pluriel parce que nous voulons agir pendant des années, de façon à ce que le consommateur puisse accéder facilement aux aliments dont il a besoin et qu'il puisse exercer son droit au choix à l'aliment qu'il lui faut. Parce que vous le savez bien aujourd'hui, qu'avec les règles du commerce international, les produits alimentaires circulent dans tous les sens, dans tous les pays, et anarchiquement. Et le consommateur n'exerce plus son droit au choix à l'aliment auquel il a droit. C'est pourquoi le titre de notre projet est « Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaire ». La sécurité parce qu'il faut œuvrer pour que le consommateur puisse accéder dorénavant aux aliments auxquels il a droit. Il faudrait qu'il puisse y accéder à moindre coût. Il faudrait qu'il puisse y accéder et qu'il s'assure que ces aliments sont de qualité. Mais également, il faudrait qu'il puisse choisir cet aliment-là. Parce que nous savons aujourd'hui, lorsque nous voyons dans le commerce les produits vivriers, pour la plupart qui circulent, ne sont pas tous étiquetés. Alors que le consommateur a le droit de savoir le type d'aliment qu'il veut consommer. Alors ce projet-là vise essentiellement à commencer à éduquer les consommateurs sur les avantages de la consommation des produits locaux parce que, généralement dans les pays en développement, au Bénin en particulier, nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Il faudrait que nous orientons nos regards vers les produits locaux parce que nous avons au moins la certitude qu'ils sont produits par les paysans de chez nous. Nous avons au moins la certitude que ces aliments-là sont cultivés par des producteurs pauvres de chez nous. Donc, en consommant les aliments produits par nos paysans, nous soutenons directement l'économie locale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous avons également l'ambition d'élever le niveau de conscience des producteurs sur les enjeux de la crise alimentaire actuelle. Parce que nous avons conscience que l'agriculture est délaissée pratiquement aujourd'hui par tous ceux qui peuvent produire du vivrier pour les consommateurs. Et parce que tout simplement, le paysan n'est pas payé à juste prix pour le produit qu'il met sur le marché. Nous avons l'ambition de valoriser les produits locaux par les mets locaux parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que lorsque je vais dans un supermarché ou bien dans une pâtisserie, j'achète un gâteau qui coûte peut-être 1200 francs CFA. Je ne pourrais pas le manger avec 2 ou 3 personnes. Mais je pourrais acheter du gari et mon clucli dans la même valeur et le partager avec 2 autres personnes, 2 autres amis consommateurs. Donc, alors que mon gari et ce clucli et le gâteau, lorsqu'on les met sur la même balance en termes de valeur nutritive, peut-être que mon gari et mon clucli a plus de valeur nutritive que le gâteau. Mieux, les composantes de ce gâteau-là peuvent peut-être comporter des substances qui ne prennent pas forcément ma santé. Je ne dis pas que les gâteaux sont mauvais, mais c'est vers là que nous allons au niveau de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Nous ambitionnons contribuer à la relance de la production nationale parce qu'on ne peut pas continuer à financer les agriculteurs américains, canadiens, qui aujourd'hui alimentent le monde entier et qui tiennent le ventre des consommateurs en main. Le céréal, le blé, le riz, aujourd'hui est produit de façon industrielle dans ces États-là par les paysans, par une minorité de paysans de ces grandes puissances. Et nous orientons notre alimentation vers ces produits-là en délaissant les produits locaux qui sont nos produits
produites dans notre environnement, donc dans notre culture, et dont la consommation rime et préserve notre santé et notre environnement. Nous ambitionnons également faciliter l'accès au marché aux producteurs locaux. Et c'est un aspect important. Et c'est pourquoi le projet, en sa phase 1, sera orienté vers les enfants. Le représentant de VECO tout à l'heure disait que nous devrions établir un pont entre l'éducation et l'alimentation. Le projet ambitionne sélectionner des écoles primaires et commencer par habituer les enfants de ces écoles-là à manger les repas produits par les paysans et cuisinés par nos sœurs qui ont encore la connaissance des arts culinaires de chez nous. Parce qu'il paraît quand même pas juste et normal, d'ailleurs responsable, que nous importons de la farine des États-Unis pour produire de la bouillie à nos enfants au Bénin, alors que la bouillie de maïs, de mil, du sorgho, déclarée comme aliment le plus sain par l'OMS et la FAO, est préparée par nos mamans, par nos sœurs ici. Il paraît injuste qu'on finance les producteurs américains et canadiens et français, alors que nous avons nos paysans de nos villages qui s'enlisent dans la pauvreté et nous crions crise alimentaire. Donc, on va sélectionner 2 écoles et ces enfants-là seront alimentés, les enfants de ces écoles-là seront alimentés d'aliments produits par les paysans de la localité et préparés par les femmes de la localité à ces enfants-là. Donc, on va commencer par habituer ces enfants-là à manger local. Les actions à entreprendre pour que ce projet, en sa phase 1, puisse aboutir, consistent à commencer par éduquer, par expliquer aux enfants, aux enseignants, aux parents d'élèves et aux producteurs des localités qui seront sélectionnés le bienfait de la consommation locale. Nous savons très bien que nous qui sommes en ville, il est difficile pour nous de nous changer. Mais nous sommes convaincus, et le partenaire est convaincu avec nous, qu'aujourd'hui, en commençant par les enfants et en éduquant les parents de ces enfants-là, les formateurs de ces enfants-là, les pays, alors tout le monde pourra commencer par opérer le changement à partir de la base et avec ce que nous voulons habituer à manger local aujourd'hui. Nous allons réaliser évidemment des contenus TV, radio, pour vulgariser cette éducation-là auprès de ses parents. Nous allons organiser, en dehors de ce cercle scolaire, des forats qui regrouperont éventuellement les producteurs et les responsables des administrations locales, parce qu'il faut les impliquer pour qu'ils contribuent à l'appui de cette initiative, parce que nous savons très bien que ce qui vient d'ailleurs n'est pas souvent accepté tout de suite, mais en impliquant les décideurs locaux, les paysans et les parents de ces élèves-là, ça pourra marcher. Donc, des forats seront organisés pour expliquer le bienfait de la consommation locale. Le projet ambitionne également à mettre en place des cantines scolaires. Et lorsqu'on parle de mise en place de cantines scolaires, ce n'est pas que nous avons une masse d'argent à mobiliser pour construire de grandes surfaces où chacun viendra manger gratuitement. Non, ce n'est pas ça. Mais nous allons appuyer la mise en place de cantines scolaires dans ces écoles qui seront sélectionnées pour que dans ces cantines-là, les enfants ne mangent strictement que des aliments produits au niveau local. Je suis certain que nous avons tout au niveau local. Des lipides, des protéines, on en dispose. Et tout ce que les consommateurs mangent ne tourne autour de ces 3 catégories de nutriments. Nous ambitionnons associer les femmes beaucoup plus, parce que ce sont elles qui font le commerce, qui préparent ces repas-là aux enfants en milieu scolaire et qui éduquent leurs enfants à la maison. Ce projet, d'un coût global de 9,8 millions, à bénéfice d'un appui financier important du partenaire qui nous a donné 9,7 millions. Donc la Ligue va contribuer à hauteur de 1,9 million. C'est un projet important pour nous parce que les consommateurs
disent ces dernières années que la Ligue ne s'intéresse qu'aux télécommunications, ce qui n'est pas juste. Nous, depuis notre création, nous avons agi au niveau de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons agi au niveau de la réglementation à mettre en place pour que les consommateurs béninois puissent accéder aux aliments de façon aisée. Mais nous ne pourrions pas simplement nous arrêter à l'alimentation, qui est fondamentale. Nous avons agi dans d'autres secteurs. C'est ce qui justifie que vous nous avez vus au niveau des services d'utilité publique, notamment l'eau, le téléphone et autres. Mais l'alimentation demeure pour nous un axe principal d'action pour la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Nous avons de la documentation sur le projet que nous allons distribuer à tous les participants et à la presse, de façon à ce que son contenu, les actions que nous envisageons entreprendre, les résultats auxquels nous ambitionnons parvenir, soient connus de tous. C'est encore une contribution de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Lorsqu'il y a eu la crise alimentaire, nous avons demandé au gouvernement d'agir. Il a agi à sa manière, mais on va continuer à agir à notre niveau en tant que défenseur des consommateurs, en nous intéressant maintenant à ceux qui produisent et à ceux qui consomment. Mais nous ciblons actuellement les enfants. Nous ambitionnons opérer le changement à partir des enfants. Ils grandiront en maintenant, en gardant de bonnes habitudes et en commençant par consommer beaucoup plus local, ils contribueront au développement économique local. Et c'est seulement à cette condition que les autres pays se sont développés. Ce n'est pas en mangeant ce qu'on ne produit pas chez soi ou en produisant ce qu'on ne consomme pas chez soi qu'on se développe. Certains pays l'ont compris dans la sous-région et ont amorcé le développement à partir de la consommation locale. Ce sont des slogans pour nous ici. Nous ne l'avons pas encore intégré dans nos habitudes, mais la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin maintenant veut joindre l'acte à la parole en demandant que les consommateurs béninois consomment local, mais en proposant ce qu'ils doivent consommer au niveau local. Je voudrais vous remercier, mais en disant que Mme Hans fait partie du panel de ce matin, qui devrait nous parler de façon beaucoup plus pratique du bienfait de la consommation locale. Elle est infirmière, elle est béninoise par alliance, mais elle est française. Mais à chaque fois, elle vient me voir au bureau pour me dire « mais je ne comprends pas comment ça se passe chez vous au Bénin, où les gens consomment beaucoup plus étrangers, alors que vous avez tout au Bénin. » Avant-hier, elle est passée me voir au bureau à 13h, elle me dit « mais Romain, moi je consomme local. Je mange tout à l'heure de liampil avec de la sauce d'arachide et de wagashi. » C'est ce qu'elle m'a dit au bureau. Je le partage ici avec vous pour quand même faire savoir que notre indépendance, notre libération dépend de comment nous allons consommer demain. Ceux qui produisent le maïs et qui spéculent sur le maïs à l'international, ce n'est pas ceux-là qui vont nous libérer. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer en consommant local. Madame Hans, on va vous donner 5 minutes pour partager rapidement avec les participants le contenu de votre papier. Merci beaucoup. Bonjour encore une fois aujourd'hui. Effectivement, en ce jour, la Ligue nous réunit encore une fois sous la direction de M. Huéo Romain pour discuter d'un sujet très important en cette période de crise alimentaire, entre guillemets. Mais l'on peut se poser la question si ce phénomène est réellement une crise, c'est-à-dire par définition une situation de grande détresse avec un manque crucial de denrées alimentaires. En effet, le Bénin bénéficie quand même d'un climat exceptionnel. Vous serez d'accord avec moi que l'ensoleillement est à un fort pourcentage, la pluviosité également. Les terres sont riches. Donc tout cela nous conduit par définition à une fertilité de sol exceptionnelle au niveau du Bénin, comparée peut-être à nos pays voisins, le Niger, le Burkina Faso. Donc je crois que de ce côté-là, le Bénin est donc privilégié et le manque ou la pénurie d'aliments est difficilement acceptable ou conciliable dans ce contexte-là. Une petite réflexion pratique s'impose donc. Faisons dans un premier temps un travail de recensement de nos aliments dits de base, que nous allons classer dans les différentes grandes catégories. Je crois que tout cela aussi est inclus dans le programme scolaire à partir des classes de CM1 et CM2. Nous connaissons les aliments énergétiques, c'est-à-dire les glucides, qui nous apportent un maximum de calories.
le sucre par exemple. Ce sont les hydrates de carbone. Deuxième sous-groupe, c'est les protéides, c'est-à-dire protéines, qui peuvent être d'origine animale comme d'origine végétale. Exemple d'origine animale, le lait, les œufs, le poisson, la viande. D'origine végétale, nous avons le riz, les céréales, que M. Houéou a déjà cité tout à l'heure. Nous allons encore entrer en détail plus tard. Les aliments qu'on appelle d'entretien, c'est-à-dire qui nous produisent les vitamines et les sels minéraux et qui se trouvent dans les fruits et les légumes. Et dernière catégorie, les lipidiques, c'est-à-dire les corps gras qu'on trouve dans l'huile, dans les graisses. Ces différentes composantes sont donc amenées dans nos aliments quotidiens afin de permettre à notre organisme de bien fonctionner et de se régénérer. Maintenant, on va approfondir un petit peu et de voir de manière pratique ce que nous pouvons faire au niveau local, au niveau béninois. Je vais reprendre sommairement les grands groupes alimentaires. Donc, si on en revient aux protéides d'origine végétale, c'est-à-dire les céréales et le riz, vous savez très bien que la WARDA est actuellement en train de travailler énormément sur le riz Nerica. Je crois qu'on a des très très bons résultats. Le ministre de l'Agriculture, M. Devonou-Roger, ne va pas me contredire. Les céréales, ce qui rentre dans la composition du pain, le pain blanc, les pâtes alimentaires. Je crois que nous avions également une usine près de Ouida qui malheureusement a fermé ses portes, mais je crois que ça aussi c'est un projet à relancer. Nous pouvons trouver même le riz dans le nord du pays déjà. Donc vous voyez que du nord au sud du Bénin, le riz est couvert. Il peut se produire partout, même avec très peu d'eau dans le nord ou dans le centre du pays. Si nous voyons les protéines d'origine animale, c'est-à-dire le lait, les œufs, la viande, le poisson, le lait peut nous provenir du lait de brebis ou bien de vache. Vous savez très bien que dans le nord du pays, nous avons des grands troupeaux de vaches. Les brebis aussi peuvent en produire. Le mono aussi, il y a plein de pâturages dans le mono. On peut créer des grandes fermes avec des vaches. Les œufs viennent des poules. Des poules, il y en a partout dans le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il n'y a pas de pénurie d'œufs possible. Le ministre de l'Agriculture nous a énormément aidés aussi dans ce sens quand nous étions menacés de la grippe aviaire. Je crois que tout cela est dépassé aussi. Nous avons très bien géré la situation. Autre source d'origine, la viande. La viande peut venir du bœuf, du porc, du mouton, du lapin, des olacodes, du poulet, du canard. Je crois que tous ces animaux-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Bénin, peuvent aussi être produits soit en ferme, soit en domestique. Le poisson. Le poisson peut nous provenir de la mer, peut nous provenir de nos lacs, peut nous provenir de l'eau douce, peut être cultivé en pisciculture, tel le tilapia qui est déjà très répandu. Et je crois que ça aussi, du nord au sud, on peut couvrir ça au niveau du Bénin. Autre catégorie, les lipides, c'est-à-dire les corps gras, qui peuvent nous provenir de l'huile d'arachide, l'huile de palme, le beurre qui est produit à base du lait de nos vaches, le sindou qui est produit à partir du porc. Je crois que tout ça là, encore une fois, du nord au sud, est couvert au niveau du Bénin. Les glucides, l'énergie. Les glucides peuvent nous provenir de la canne à sucre, qui pousse très bien dans le sud du pays, les céréales qui poussent dans les collines et dans le nord, le pain, le blé. Peut-être que la grande nouveauté à innover au niveau du Bénin, ce serait la culture du blé. Je pense que la Ligue va lancer un clin d'œil encore une fois au ministre de l'Agriculture, M. Devonou-Roger, pour introduire la culture du blé dans le pays. Ainsi, nous n'avons plus besoin de l'importer à prix excessif. Les grands moulins du Bénin pourront travailler le blé d'origine béninoise, avec un label d'origine béninoise. Et je crois que la culture, tout cela peut se développer dans plein de parties du Bénin. La confiture. Il y a déjà le monastère de Tofo qui nous produit plein de différentes sortes de confitures à base de fruits locaux.
vous avez l'orange, vous avez la mandarine, vous avez le citron, vous avez les fruits de la passion. Tout ceci, les sœurs qui travaillent dans le monastère transforment déjà tout ça là et c'est même commercialisé au niveau de certains de nos magasins de denrées alimentaires à Cotonou, qui représentent le label du monastère. Le miel aussi est une source riche de glucides qui est produit déjà localement au niveau de Banté et au niveau du monastère également, ainsi que dans d'autres petites régions du sud. Même dans le nord, je pense que des apiculteurs pourront faire du très bon travail pour le miel. Maintenant, l'eau et les sels minéraux, qui se trouvent essentiellement dans les fruits, comme j'ai dit tantôt. Les fruits, je crois qu'ils sont saisonniers sur toute l'année et nous ne manquons pas de bons fruits au Bénin. Je crois que le meilleur exemple est notre ananas dans la région d'Alada, qui est d'une qualité exceptionnelle. Je veux parler du pain de sucre que les gens de Alada sont déjà en train d'exporter même dans certains pays de l'Europe, notamment la Belgique et la France. Et je crois que ça aussi, c'est un filon à exploiter pour le pays. Donc l'ananas est en grande quantité. Nous avons la papaye, nous avons la banane, nous avons l'orange, nous avons l'avocat. Donc je crois que sur toute l'année, les fruits sont en grande quantité et nous apportent les sels minéraux nécessaires. Les légumes, passons aux légumes. Les légumes aussi, toutes les saisons de l'année nous apportent des légumes sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous avons la pomme de terre, nous avons l'igname, nous avons le manioc, il y a la tomate, il y a l'oignon, il y a de la salade, il y a du haricot, il y a du chou, il y a les feuilles légumes ou bien épinards, comme on le dit en Europe, c'est-à-dire le boma, tout ça là. Il y a la carotte. Je crois que tout ça là, dans le sud, dans le centre, nous pouvons produire tout ceci. Donc je pense qu'en brassant un petit peu ce répertoire de denrées locales qu'on trouve effectivement au Bénin, qui se produisent déjà peut-être à petite quantité, mais je crois que tout ça là peut encore se développer grâce à l'agriculture et aux projets qui ont déjà été annoncés par notre ministre de l'Agriculture, grâce à un partenariat avec la Chine qui va nous fournir un tracteur et autres équipements agricoles. Je crois que tout ça là peut se développer. Les terres sont là, il y en a beaucoup qui sont en friche, tout ça là peut être exploité. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a de l'autosuffisance totale au Bénin. Et là, permettez-moi encore de revenir rapidement sur la culture du blé, qui est tout à fait possible dans ce pays. Je pense qu'aucun ingénieur agronome de ITA ou de la WARDA ne va me contredire. Avec un soutien, bien sûr, accru au niveau des coopératives agricoles, qui sont peut-être aussi à développer dans toutes les régions du Bénin, et grâce à toutes ces arrivées de machines agricoles et équipements complémentaires, nous pouvons redécouper les terres et produire beaucoup plus encore. Afin de couvrir tous les besoins pour nos diverses couches sociales et différentes couches d'âge, je crois que le Bénin peut facilement y trouver son compte. Cela est possible, il suffit d'y travailler et ça peut se réaliser. Sans surcroît de coûts ou de transport ou de TVA, comparé aux choses importées auxquelles M. Houéou faisait référence tout à l'heure. Les biscuits, les paquets de biscuits à 2 000 francs. Avec 2 000 francs, un ménage peut manger pendant 3 jours au moins, en consommant localement. Concrètement, voici quelques exemples de menus types qui sont très équilibrés et faits uniquement à base de produits locaux. Si nous commençons par le petit déjeuner, le petit déjeuner peut se composer d'un jus de fruits d'orange, donc vous apportez déjà les sels minéraux, les vitamines. Après, peut se poursuivre avec soit du thé, du café de Niaouli, du sucre. Il y avait une usine de sucre près de Boïcon. On peut compléter avec de la bouillie de tapioca, comme on peut consommer du pain et mettre du beurre et de la confiture dessus. Il y a également la bouillie
avec les beignets, les docos ou les pâtés, que nos sœurs savent très bien faire ici, et dont beaucoup sont friands. Après, nous enchaînons la journée avec une collation à 10 heures qui peut se composer d'un autre fruit ou bien d'un yaourt, qui sont aussi produits localement. Nous avons plein d'usines à Cotonou, à Godomé, qui fabriquent le yaourt. À midi, le menu peut se composer de riz, de patates, d'igname, qui peut être frit, bouilli ou bien pilé. Je crois que là aussi, il y a beaucoup de variétés, accompagné d'une viande et d'un jus de sauce tomate, qui nous apporte aussi tous les nutriments nécessaires. Si vous n'aimez pas la viande, vous pouvez choisir un poisson. Vous pouvez aussi manger le fromage local du Nord. Le soir, à 16 heures, vous complétez avec une deuxième collation. Si vous avez mangé un fruit à 10 heures, vous pouvez manger le yaourt à 16 heures ou bien un beignet à 16 heures. Et le dîner peut se comporter de la façon suivante. Si vous avez mangé du riz à midi, vous pouvez manger la pâte le soir. La pâte avec la sauce légumes qui va vous apporter énormément d'éléments nutritifs. Tout le monde sait que les feuilles vertes sont très riches en fer, qui vont lutter contre l'anémie dont nos enfants sont très fréquemment atteints, en plus d'un accès palustre. Donc je crois que là aussi, tout ce qui est local peut contribuer à cela. Et on y remédie de façon naturelle, sans même avoir recours aux médicaments qui sont des produits pharmaceutiques, chimiques. Donc je crois qu'avec ce petit exposé et des cas concrets de menus quotidiens, je vais distribuer des listes tout à l'heure où vous allez voir, il y a 2 doubles pages de tableaux avec les différents aliments et tous les éléments nutritifs qu'ils apportent, avec leur pourcentage. Et ainsi, les besoins quotidiens sont couverts largement. Donc, avec cette couverture globale des 4 aliments, groupes d'aliments de base, nous avons donc nos besoins journaliers couverts. Et toutes les recommandations des nutritionnistes internationaux vous confirmeront cela également, qu'on trouve toutes les valeurs nutritives localement. Donc, je pense que consommons local, produisons local, ça va énormément aider le pays entier. On va donner du travail, ça va générer des emplois, on résorbera le chômage et je crois qu'on va aider énormément la population béninoise en conciliant le tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame France. Je crois qu'on n'a pas eu droit à un discours, mais on a eu droit vraiment à du concret. Et pour cela, vraiment, je voudrais vous remercier. Donc, sans plus tarder, la parole sera donnée à l'assistance pour la séance d'échange avec les différents présentateurs. Donc, nous allons ouvrir rapidement la liste et prendre le nom des interventions et après, la parole sera accordée à tout à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Bon, c'est... Avoir une matrice de la synergie paysanne. Farons cette place à nos brictopes. Le programme n'a pas été défini. J'aimerais savoir si est-ce que vous cherchez les moyens déjà capables d'étendre le projet jusqu'au même programme. Une partie de mes préoccupations. Par rapport à l'exposé de Madame Fox, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'utopie par rapport... Un peu Utopie, hein. Par rapport à la question de 2000. Tous les 3 jours. Moi, j'aimerais qu'elle soit plus explicite là-dessus. D'accord. Je remercie aussi les exposants. J'ai deux préoccupations à partager avec la Ligue. En attendant que le programme très ambitieux soumette vraiment l'application, puisque il faut parler de ce qui concerne donc la défense des consommateurs. Il y a quelques temps, on parlait d'un lait
importés de la Chine circulèrent partout, contenaient un produit chimique et toxique à la santé. Alors, je vais demander, face à ce fait-là, nous sommes vraiment consommateurs de lait à travers le yaourt, comme on l'a dit, les guerres, tout ça. Qu'est-ce qui est réellement fait pour nous rassurer, les consommateurs, que réellement le lait que nous consommons ne vient pas de la Chine? Ça, c'est ma première. Vous parlez de sécurité. Vous avez plus de facilité à les consommer. Je vous parle en tant que fille de paysan et j'aime beaucoup les fruits et nous n'avons pas de carence alimentaire jusqu'à présent et je crois que c'est pour cette raison que j'insiste sur des écoles de production parce que ce que nous avons au Bénin est insuffisant par rapport à la population qui croît de jour en jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Et, merci beaucoup pour les intervenants. Il y a des contributions et des questions également. Le premier intervenant voudrait savoir les critères de choix des deux écoles. D'abord, nous voulons commencer en milieu rural. On va voir, disons que le partenaire a une zone d'intervention. D'abord, on part de là. C'est les départements de Zoé et Colline. Et nous allons voir les deux communes rurales à forte popularité et choisir les deux écoles dans deux communes différentes tout simplement. Bon, de toute façon, ça va se faire après consultation avec les élus locaux des départements concernés par le programme. La durée du programme, bon, le programme durera, notre programme durera 3 ans. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous allons nous accrocher au seul partenaire qui vient de dire, mais vous avez une bonne idée, vous avez un bon programme. Mais il est prêt à être à nos côtés en allant vers d'autres partenaires. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que M. Akadiri ne parte pas. Il est resté jusqu'à la fin, je le remercie beaucoup. La FAO n'est pas un bailleur de fonds, mais la FAO peut nous appuyer en disant, mais la Ligue a initié un projet, tel partenaire, vous pourrez voir comment on peut travailler ensemble. Donc, nous nous inscrivons dans une dynamique de la mobilisation diversifiée des ressources en faveur de cette initiative que nous trouvons bonne. La recherche de moyens pour l'extension du projet. Oui, nous allons commencer d'abord par 2 écoles. Vous avez entendu Mme Bokor, une école, les enfants, c'est environ 300, elle a donné le chiffre. Il faut commencer d'abord par 2 écoles. Et ensuite, au fur et à mesure que nous allons évoluer et trouver de nouveaux partenaires sur notre chemin, on va étendre le projet. C'est heureux d'avoir à ma droite le partenaire. Il a entendu aussi ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts énormes pour étendre le projet vers d'autres communes. Madame Rachida, 2000 francs, c'est de l'utopie. C'est peut-être vrai lorsqu'on voit 2000 francs qui achètent des produits importés, le riz qui vient de Taïwan ou le riz parfumé. Mais moi, je vais vous dire, c'est avant-hier que j'ai fait l'expérience. Quand je rentre tous les soirs, au repas, je ne bois pas de boissons, je bois de l'eau. Mais il m'a plu de prendre des jus d'orange. Quand je sors 200 francs CFA, j'ai des oranges qui me permettent d'avoir un jus de plus d'une bouteille de Philippe Pamplemousse, les 66 centilitres là. Alors, donc, je me suis dit, mais avec 200 francs CFA, j'ai déjà mon jus nature, sans conservant, et que j'ai pressé, je sais comment je l'ai obtenu. Alors, 2000 francs CFA, vous avez dit c'est utopique, mais il faut qu'on répartisse un peu les 2000 francs pour une partie, pour voir ce que ça peut acheter et combien de repas on peut préparer avec 2000. Prenez 1 kilo de maïs, vous voyez un peu pour les condiments, le crin-crin, le piment, le sel, tout ça là, pour faire un repas. Je pense qu'il faut ramener un peu la simulation au niveau des aliments qu'elle a sélectionnés pour trouver les 2000, pour comprendre que ce qu'elle a dit n'est pas de l'utopie. Monsieur Salifou, bon, la mélanine, effectivement, il est parti. Bon, nous avons saisi le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui contrôle les importations des produits sur le territoire national. On a demandé à ce que le gouvernement essaye de prendre les dispositions pour
interdire l'importation du lait en provenance de la Chine pour éviter d'éventuelles contaminations des populations béninoises. Nous avons reçu la réponse du gouvernement, nous avons le courrier au bureau, parce que notre rôle, c'est de demander au gouvernement d'agir, puisque au niveau du commerce, le premier niveau d'action, c'est demander à l'État, en fonction de la masse du produit qui rentre dans le pays et les accords commerciaux entre le Bénin et ce pays-là, de voir comment agir pour limiter les dégâts avant que le produit ne se retrouve sur la table des consommateurs. En son temps, nous avons écrit, et le gouvernement a pris les dispositions. Évidemment, le Bénin n'importe pas beaucoup de lait de la Chine, comme le Sénégal le fait. Donc, c'est la différence entre le Bénin et certains pays de la sous-région. Par rapport à cette crise, c'est ce que nous avons fait en son temps. Pour les jouets, c'est vrai, ça ne rentre pas dans le cadre de cette conférence, mais pour les jouets, effectivement, il y a des normes dans le domaine de la fabrication des jouets pour les enfants. Il y a les jouets jugés dangereux et ceux qui ne le sont pas pour les enfants. À ce niveau-là, nous n'avons pas encore au niveau national agi, mais à l'international, il y a des directives sur comment reconnaître les jouets sécurisants pour les enfants. On n'a pas encore vulgarisé ça, on va le faire en son temps. Je suis surpris de constater que ça intéresse déjà les Béninois ici. Monsieur Awanou, merci pour votre préoccupation. Le contrôle à effectuer pour s'assurer que les cantines scolaires seront alimentées par les produits locaux ne sera rien d'autre qu'humain, puisque les paysans, parents des élèves de la localité, les enseignants, parents des élèves de la localité, et les vendeuses, enfin celles qui vont animer la cantine, feront partie du comité de gestion de la cantine. Alors, si nous mettons en place ce système-là, et que les populations elles-mêmes passent outre ce système qui est mis en place, bon, on aurait fait notre travail. Je pense que c'est une question de responsabilité de conscience. Si on décide de passer outre ce que nous proposons et qu'on a accepté et qui est jugé bon, on aurait décidé de faire autre chose. C'est ce que je pourrais dire par rapport à votre préoccupation. On mettra en place un comité composé de ceux qui se retrouveront sur toute la scène dans l'animation de cette cantine-là, au niveau local. Merci pour le représentant de l'association des opérateurs touristiques. On va se voir après pour établir un partenariat pour qu'on puisse élaborer un contenu de formation de vos membres. Monsieur Tossa, le SERPA, merci d'être là. Bon, la question des OGM, c'est un grand débat. La Ligue pour la défense du consommateur au Bénin l'a lancée en 2002. D'autres organisations sont là-dedans. Nous sommes ici là-dedans dans la campagne contre les OGM. Mais c'est un grand débat. Aujourd'hui, même les États, il y en a qui se sont affaiblis et qui ont laissé passer les OGM. Nous l'avons déjà au Burkina Faso. Le Togo s'apprête à commencer à produire les OGM à travers le coton BT. Donc tout ça là, nous sommes menacés. Je parle en tant que défenseur des consommateurs. Ce que nous avons comme information sur les conséquences de l'adoption dans l'agriculture et dans le commerce des produits vivriers des OGM sont énormes. Mais comme la catastrophe n'est pas déjà là, les décideurs n'ont pas vu qu'il est nécessaire d'agir aujourd'hui, d'anticiper. À partir d'aujourd'hui, la France a agi en état responsable à côté de l'Allemagne qui l'a adopté. Donc, ça dépend du niveau de responsabilité, de prise de conscience de nos dirigeants. En tant que défenseurs des consommateurs, notre rôle, c'est d'informer les consommateurs sur comment on doit agir, comment l'État doit prendre les dispositions pour qu'on impose à tous ceux qui sont dans le commerce avec le Bénin qu'on étiquette les aliments qui rentrent sur le territoire béninois. Si vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, les conserves de maïs, au moins certains pays européens, ils étiquettent, ils mettent que ça conserve, que l'huile est produite à partir des semences transgéniques ou que le maïs est un maïs transgénique. Ça part de là. Notre rôle, c'est de vous éduquer à comment lire, comment reconnaître ces produits-là. Mais il faut que l'État impose aux commerçants de commercialiser avec le Bénin les produits étiquetés pour que les consommateurs puissent choisir en toute connaissance de cause ce qu'ils veulent manger. Mais il y a d'autres débats qu'on peut mener après sur la question, mais c'est très compliqué. Le SERPA doit jouer un rôle avec nous. En son temps, on avait souhaité qu'on mène la bataille ensemble. C'est heureux. Il faut qu'on amplifie la bataille pour que nos voix soient entendues.
que les paysans qui sont dans les pays frontaliers du Bénin puissent prendre conscience de la nécessité de ne pas adopter de façon errante la production de semences transgéniques dans l'agriculture pour mettre fin à l'existence de nos semences traditionnelles d'ici 20 ans. Merci Madame Boko. La cantine scolaire, ça vous intéresse, je suis très content. Vous êtes une personne ressource pour nous, déjà on vous sollicite. Vous serez avec nous pour bien planifier le contenu du programme afin qu'on puisse le développer et l'améliorer. Vos inquiétudes se justifient. Comment faire pour que les écoles qui sont sélectionnées soient des écoles de référence? C'est notre préoccupation. Tel que le projet est monté, nous n'avons pas l'ambition de penser que c'est parfait. Mais nous pensons qu'il faut commencer déjà à faire accepter le principe, à initier déjà l'action et qu'on puisse l'améliorer et penser maintenant à son extension. C'est pourquoi les enseignants, parents d'élèves, les paysans de la localité, parents d'élèves et les animatrices des cantines seront d'abord des personnes à convaincre sur les bienfaits du programme. Et vous êtes vraiment la personne qui va nous aider à améliorer ce programme-là. On va même faire les tournées ensemble si vous êtes disponible. D'accord. Les aliments locaux, effectivement, coûtent cher. Mais si on est d'accord que nous avons des terres en friche et qu'au lieu que nos frères, évidemment, ils ont peut-être raison, laissent les terres là, ces terres, ils viennent faire du Zémidjan à Cotonou et que les terres soient là-bas et qu'ils viennent acheter cher les produits locaux à Cotonou, on va continuer à dire la même chose. Moi, j'ai mon petit champ de maïs à Calavi. Je peux aller vous montrer ça même tout à l'heure. Et avant-hier, on a préparé du maïs frais qu'on a mangé au bureau, au siège de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. Tout le monde peut faire ça. Si on n'a pas de terre, on peut passer une terre. La terre sur laquelle j'ai produit ce maïs-là m'appartient pas. C'est quelqu'un qui a acheté passer la Calavi, c'est de l'herbe. Moi, j'ai fait sacler, j'ai sollicité, j'ai mis du maïs, ça a poussé, et j'ai du maïs gratuitement. Tout le monde peut avoir de petits champs domestiques. Pour ça peut reculer un peu le coût élevé des produits locaux. CIS, merci. La durée du programme, j'ai répondu à ça. N'est-il pas... Alors, je pense que la stratégie que vous proposez n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, il faudrait qu'elle soit pensée et acceptée. Il faut lier la production à la consommation, intégrer la production en milieu scolaire, comme la Révolution l'avait expérimenté, qui a marché d'ailleurs. Bon, ça dépend de comment chacun, à son niveau, et en fonction de ses responsabilités, prend la chose. Vous l'avez proposé. Nous allons l'amplifier et le faire savoir. Mais il faut que les responsables l'adoptent et la mettent en application. C'est notre rôle, faire savoir et agir pour que ça marche un jour. C'est ce que je pourrais dire rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les préoccupations. Monsieur le représentant de VECO va se prononcer sur... Je voulais donner quelques points de réflexion sur l'aspect des cantines dont vous parlez. Vous avez posé des points importants, Madame Boko, liés aux aspects de stratégie. Pour moi, au départ, ce qui est vraiment important, c'est que la commune doit sentir les cantines comme un point d'intérêt pour elle. Ça, c'est vraiment fondamental. Si une commune n'est pas intéressée par les cantines, il ne sert à rien de vouloir le faire. Parce qu'il me semble que dans la décentralisation, la commune aura à voir avec les écoles primaires, donc les cantines. Donc c'est ça le premier processus. Le deuxième, il me semble que la cantine, il y a deux voies. Soit on la voit comme étant recevant des denrées préparées gratuitement. Ça, c'est une issue. Beaucoup de gens qui ont pratiqué ça, la cantine n'a pas survécu. Ou ils estiment dans quelle mesure les familles peuvent contribuer. Je dis dans quelle mesure. Parce qu'il faut savoir que les familles ont peu de moyens, mais la viabilité des cantines est liée au fait que les gens arrivent à pouvoir voir dans le comité de gestion quelle est la part d'apport propre et quel est l'apport extérieur pour venir compléter ce qui est de là. C'est ce mécanisme-là et la plupart des expériences que nous avons suivies en Afrique de l'Ouest qui ont pu réussir, c'est des gens qui ont posé ça comme au centre. C'est-à-dire c'est la durabilité de la cantine dès le départ. Et quel est le coût réel que supporte chaque parent. Et ceux qui n'ont pas les moyens, comment est pris en charge, je veux dire, le surplus, et faire en sorte que la cantine soit un intérêt collectif et non un intérêt pour quelques-uns. Par exemple, il y a des cantines sélectives en disant, bon, c'est ceux qui ont qui n'ont pas de moyens, qui sont à fort distance. Donc, tous ces aspects que vous soulevez doivent être au préalable discutés, acceptés. Et là, les enfants, les parents d'élèves, les enseignants et je dirais même les élus
doivent dire oui, ça nous concerne, nous sommes partie prenante pour cette expérience qui finalement doit être sur plusieurs années parce que sinon on ne peut pas avoir de résultats. Et je pense que, comme Romain vient de le dire, que la main tendue des enseignants pour cette expérience est une très bonne chose. Tout à l'heure, quand M. Gourou avait répondu aux questions, je me présente d'abord sur le rôle. J'ai pensé à quelque chose. Vous avez dit que vous allez cibler des écoles qui sont dans les zones rurales. Et que nous constatons que les gens ont tendance à supporter des produits importés. Alors, est-ce qu'il n'est pas bon d'intégrer au moins une école D'accord. Ok. C'est une réflexion pertinente, hein. Mais